Succès immédiat, phénomène instantané et durable dans l'ensemble des sphères cinématographiques, musicales et marketing, des centaines et des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, le tout provoqué par un trio fictif de stars de K-pop, c'est là toute la réussite du dernier long métrage de chez Sony Pictures Animation, K-pop Demon Hunters. Mais alors, pourquoi un tel succès? Qu'est-ce qui explique qu'un film uniquement sorti sur Netflix et à la communication aussi faible puisse détrôner tous les grands noms du cinéma durant cet été 2025? On va voir ça ensemble avec ma critique et analyse de K-pop Demon Hunters. C'est parti. You will be hunters. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Puits Animé, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon été malgré les multiples canicules. Petit point info pour vous tenir au courant, j'ai bûché à fond durant ce mois d'août sur l'écriture de plusieurs vidéos qui vont sortir dans les jours à venir. On a donc celle-ci, suivie d'une critique sur les Bad Guys 2 des studios DreamWorks, potentiellement une analyse sur le flop qu'a été Elio dans nos salles de cinéma, mais aussi un retour des dessins animés oubliés, l'épisode 7 pour être précis, avec un guest de qualité, soyez au rendez-vous. Bref, une rentrée chargée en émotions, alors si vous ne voulez rien rater de tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo et surtout activez la cloche pour vous tenir informé des sorties à venir, c'est très important. Mais bref, maintenant que les formalités sont faites, passons aux choses sérieuses. Mais avant de me lancer dans mon analyse, faisons comme à notre habitude un petit tour du côté de la production du film. K-pop Demon Hunters est un long métrage d'animation type comédie musicale d'action centré sur le monde de la K-pop comme le titre l'indique. Il est co-réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, produit par Sony Pictures Animation et distribué par Netflix pour une sortie le 20 juin dernier. Concernant nos deux réalisateurs, leur parcours est assez notable. D'un côté, nous avons Chris, un réalisateur américain ayant travaillé sur de nombreux longs métrages en tant qu'illustrateur et concepteur de personnages, notamment sur Monster House en 2006, Coraline en 2009 ou encore Les 5 légendes en 2012. Il est passé au grade de réalisateur depuis Dragon Genie des studios Sony Pictures Animation sorti sur Netflix en 2021. Pour enchaîner sur notre film du jour, nous laissons entrevoir son amour pour la culture asiatique dans sa globalité. De l'autre, on a donc Maggie Kang, d'origine sud-coréenne mais ayant grandi au Canada, bossant chez DreamWorks Animation sur certaines prods similaires à Chris comme Le Chapeauté en 2011, mais surtout en tant que story artiste sur Kung Fu Panda 3. Bon, comme vous l'avez sûrement remarqué, on a un certain pattern autour de l'Asie. Il était donc presque évident qu'en réunissant nos deux zozos, on allait obtenir un film sur un pays asiatique. Effectivement, la roue du destin est tombée sur la Corée du Sud, et c'est surtout grâce à Maggie Kang et ses origines. Elle souhaitait créer un film animé ancré dans la culture coréenne, en s'inspirant sur la mythologie axée sur les démons et leurs opposants chasseurs, protégeant les plus faibles contre cette menace mystique. Kang a voulu se démarquer des super-héroïnes traditionnelles occidentales, comme celle de Marvel, trop lisses ou musclées, en proposant des héroïnes plus réalistes, drôles, maladroites, fragiles, bref, avec des personnalités imparfaites et humaines. Initialement prévu comme un film d'action dramatique sans K-pop, l'idée a évolué en groupe d'idoles populaires menant une double vie en chassant secrètement des démons. Et Chris, lui, séduit par l'idée d'un film où la musique unirait et parlerait à une communauté mondialement influente, décide de rejoindre le projet. Dans une interview récente, Kang explique que K-pop Demon Hunters est né de son vécu entre la Corée et le Canada, et surtout de son adolescence dans les années 90, où être fan de K-pop à Toronto relevait presque d'une identité secrète. Elle raconte avoir voulu créer un film qu'elle aurait rêvé de voir à l'époque. Ses idoles d'enfance, en particulier le groupe HOT, ont servi de modèle direct pour imaginer Huntrix et leurs rivaux. Et se souvenant des posters qui tapissaient sa chambre et des émissions musicales qu'elle enregistrait en boucle sur VHS, Kang a voulu retranscrire cette passion dans son film. Et vraiment, elle a bien fait. La décennie dans laquelle on vit est musicalement dominée en grande partie par le rap et la pop, et par extension par la K-pop. La fenêtre de tir est juste parfaite. Le long métrage démarre donc sa production en mars 2021 au sein de Sony Pictures Animation, plus précisément chez Sony Pictures Imageworks qui s'occupe du travail d'animation et des effets
visuels du film. Je rappelle, Imageworks est un studio ayant contribué à la réalisation de très nombreux films comportant de la CGI et de l'animation, soit l'ensemble de la filmographie de Sony Pictures Animation, dont les plus notables Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Là tout récemment, ils ont bossé sur les Bad Guys 2 et travaillent sur la prochaine production de Sony, à savoir Goat, que j'attends avec impatience. Bref, ce sont des professionnels qui savent ce qu'ils font. Donc normal que la DA de KDH soit ressemblante au Spider-Man. C'est le même studio, ils ne vont pas s'amuser à changer drastiquement une formule ultra tendance. On n'est pas chez Disney. La prod suit son cours, la bande originale du film est confiée à Marcelo Zarvos, un pianiste et compositeur brésilien. Et le casting est tout trouvé pour les voix de nos personnages principaux. Vraiment désolé pour ma prononciation qui va suivre. Ça risque d'être terrible, des oreilles vont saigner, je préviens. C'est Arden Cho qui prête sa voix à Rumi, la leader des Huntrix, Mei Hong dans le rôle de Mira, Ji Young-yo dans celui de Zoé, et pour Jinu, celui du groupe rival, les Saja Boys, il est interprété par An Hyo-seop. Oui, bon voilà. On retrouve enfin l'acteur Ken Jeong pour le rôle du manager Bobby. Et petite particularité, les noms que je vous ai donnés ne s'occupent que des dialogues parlés du film. C'est d'autres personnalités qui gèrent les chansons. Chaque personnage principal qui est amené à chanter dans le film a donc deux interprètes différents. Totally! They can make hearts out of thin air? They're magicians! I mean demons, obviously demons. Les personnages Huntrix sont inspirés de girls group comme ITZY, Twice, Blackpink bien évidemment, tandis que les Saja Boys reprennent les codes de BTS, Stray Kids ou encore Big Bang. Et l'animation s'adapte donc à cet univers et cette esthétique en puisant dans les clips vidéo de K-pop, des méthodes d'éclairage et de mise en scène de concerts et de clips animés pour créer un style 3D à l'allure 2D très stylisé. Mais aussi des K-dramas, en gros des comédies romantiques coréennes. Il ne faut cependant pas ignorer l'aspect culturel et folklorique du film, puisant son inspiration dans de nombreuses références artistiques, militaires et musicales du pays. Bref, un condensé de culture coréenne saupoudré d'une distribution bien américaine, comme on a l'habitude avec Netflix. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est en ce 22 mai dernier que sort sur la page YouTube de Netflix la seule et unique bande-annonce du film. Let's get battle ready. C'est donc après 4 années de production et environ 100 millions de dollars de budget que K-pop Demon Hunters sort sur notre plateforme de streaming américaine, pour le plus grand bonheur des gens comme moi qui n'ont pas de cinéma avant 40 minutes de voiture. De cinéma proposant de la VO, j'entends. Aujourd'hui, on est fin août à l'heure où je vous parle, et K-pop Demon Hunters est encore sur de nombreuses lèvres. Son ascension n'a pas l'air de ralentir, au point de faire paniquer Netflix au niveau de sa communication, mais ça j'y reviendrai dans un instant. Le film est un succès monumental. Plusieurs centaines de millions de vues en quelques jours, un véritable phénomène d'animation presque jamais vu. C'est l'un des films les plus visionnés de la plateforme, premier dans 33 pays dont la France. Les critiques sont très positives, avec une note presse de 97% et 91% pour le public sur Rotten Tomatoes. On enchaîne avec un impact musical exceptionnel. Par exemple, Golden, le titre phare du film, devient le premier titre d'un girls group à atteindre la première place du Billboard Hot 100 depuis Destiny's Child en 2001 et premier titre d'animation à réussir cet exploit depuis Encanto en 2021. L'album Soundtrack complet se hisse numéro 2 du Billboard 200, record pour une bande originale animée depuis 4 ans. Bref, un engouement énorme, des centaines de millions de vues cumulées sur YouTube, des trends TikTok, des reprises musicales amateurs, des fanarts à gogo, etc., etc. Et par ce succès, Netflix organise des séances spéciales en salle de cinéma pour chanter en version single
Singalang aux États-Unis et au Canada. C'est fou de se dire que ce film va sûrement influencer une nouvelle manière de penser le marketing et la diffusion d'une œuvre. Ça commence sur Netflix et ça finit au cinéma carrément, comme un documentaire YouTube qui aurait pris de l'ampleur un peu. Je ne sais pas si c'est dû au mépris de l'animation, encore un peu présent par nos élites, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il est vrai que les équipes marketing de chez Sony Animation, mais surtout Netflix, ne s'attendaient tellement pas à ce succès que dans la hype du film, et sûrement un peu dans la panique, la plateforme américaine aurait annoncé faire évoluer K-Pop Demon Hunters en franchise, incluant une suite, une potentielle comédie musicale à Broadway et une version live action. Je vais vraiment vomir. Rassurez-vous, la piste du live action est complètement écartée, car de 1, l'info sortait de nulle part, et de 2, ils ont tellement été incendiés que le demi-tour était juste obligatoire. Ah là là, l'art de s'auto-saboter, c'est fascinant parfois. Enfin, on peut lire sur les médias d'infos sur les réseaux les dernières news en date par rapport au box-office du film qui reste assez confidentiel. Je cite, selon Puck News, K-Pop Demon Hunters a coûté plus de 100 millions de dollars à produire, mais en raison de la vente des droits à Netflix par Sony, ils n'ont gagné que 20 millions de dollars sur le film, tandis que Netflix a empoché le reste. L'événement théâtral Singalang pour le film a affiché complet dans plus de 1000 salles à travers les États-Unis, ce qui a naturellement conduit les cinémas à demander plus de séances. Sony ne gagnera aucun argent sur la sortie en salle, tout ira à Netflix. On dirait que Sony va regretter cette décision pendant un moment. Ouais, ça fait mal un peu, mais affaire à suivre comme on dit. Si ça se trouve, l'info sera obsolète quand la vidéo sortira, et vous serez les premiers à me le notifier dans les commentaires. Et ça y est, nouvelle de dernière minute, en ce mardi 26 août, K-Pop Demon Hunters est officiellement le film le plus vu de la plateforme Netflix. Incroyable ascension. Tellement content que ça soit enfin un film d'animation. Mais bref, maintenant que vous en savez plus sur la production et le succès du film, je pense qu'il est temps de passer à ma petite critique. Everything is at stake. L'histoire prend place dans un Séoul moderne où une grande partie de la population semble presque louer un culte à la K-pop, le genre musical le plus populaire de Corée du Sud. Ça tombe bien, on suit 3 idoles appelées Huntrix, le groupe musical le plus en vogue du moment, menant cependant une double vie. Un trio de K-pop aux yeux du public, mais aussi secrètement des chasseuses de démons, protégeant l'humanité de leur lame, mais surtout de leur chant, alimentant une immense barrière magique appelée le Onmun, préservant la population humaine depuis des générations. K-Pop Demon Hunters nous plonge donc dans la vie de Rumi, Mira et Zoé, à 2 doigts de céder cette fameuse barrière. Mais Rumi cache un secret qui risque de compromettre cette mission millénaire, due à sa nature mi-humaine, mi-démon. Ajoutez à cela la menace de Guima, le roi des démons, se laissant séduire par le plan de l'ancien humain Jinu. Former un boys band de K-pop appelé les Saja Boys afin de voler les fans de Huntrix, lui offrir leurs âmes et détruire une bonne fois pour toutes le Onmun. Voilà en gros le synopsis du film. Je me suis permis d'entrer un peu plus dans le détail, c'est dur de résumer ce film en 2 phrases sans tomber dans un scénario un peu nanar. C'est d'ailleurs l'impression que peut laisser le synopsis à certaines personnes qui n'auraient pas la curiosité d'aller le voir. Mais je suis sûr que ma critique va vous faire changer d'avis. Je préviens d'avance, je vais devoir spoiler certaines scènes du film. J'estime qu'il est sorti il y a un moment et que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous l'avez sûrement déjà vu. Et je précise d'avance, je l'ai vu en VO. Non pas que la VF est nulle, mais perso, les comédies musicales, quand ça chante en version française, ça me cringe un peu. Et puis la VO est exceptionnelle, faut se l'avouer. Maybe a little too eager. What? I'm not like that. You guys would tell me if I was really like that, right? Bon, pour moi, c'est pas un mystère, je me suis déjà exprimé sur mes réseaux quand c'est sorti, @Fenizio sur Twitter et Insta, si vous ne me suivez pas encore. Mais j'ai adoré ce film. Et je comprends tout à fait l'engouement du public envers KDH, car l'œuvre et ses créateurs savent très bien ce qu'ils ont engendré dans nos petits cerveaux manipulables. Je vous explique pourquoi.
Premièrement, ce film sort tout droit du four de chez Sony Pictures Animation, le studio le plus remarqué depuis quelques années, surtout grâce à ces deux Spider-Man comme je vous l'ai déjà dit. Il était donc tout naturel que KDH soit attendu au tournant, même si une sortie en salle aurait été tout aussi bien encore une fois. Le style graphique de Sony Animation n'est plus approuvé, et pourtant KDH a réussi à surprendre son public en ne mettant pas cette fois-ci une farandole de styles d'animation variés comme la 2D pour ne citer que la plus connue, mais bien de mettre l'accent sur une 3D assumée, fortement inspirée de l'esthétique des animés et des clips musicaux dans certaines séquences du film. Et elle a surpris son public en bien, hein, j'entends. Alors certes, on sent un manque de folie par rapport à Spider-Verse, et ce malgré un budget similaire, mais là n'est pas le but du film. Spider-Verse se passe justement dans un multivers, donc ça laisse beaucoup plus de possibilités. Là, on est avant tout dans une envie de transmettre un maximum d'émotions coréennes variées de la part de nos trois idoles. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais nos héroïnes sortent souvent de leurs personnages sérieux et parfois glamour, au profit de jeunes femmes coréennes avec leurs humeurs, leurs grimaces, leurs moments plus goofy, le tout dans une esthétique faciale la plus coréenne possible, comme une volonté d'instaurer un soft power, du caractère et du mode de vie assez unique de la Corée du Sud. She's the cutest magnet. For the fans! It is for our fans. I'm sorry. What? Mis à part ces petits instants de folie, le film est bien sûr très beau, mais ça, est-ce qu'on s'y attendait pas un peu? Il est beau dans sa direction artistique, dans son animation parfois saccadée en 12 images secondes pour donner un dynamisme unique, ou encore ses couleurs et sa lumière stylisée, avec une dominance néon mauve, bleu et or. Les effets spéciaux et les exagérations de modélisation sont bien sûr mis sur le devant de la scène durant les moments d'action super dynamiques, avec un vrai travail de chorégraphie et de mouvement de caméra, un peu comme une danse finalement. Une danse gracieuse et poétique pour les chasseuses du prologue, et affirmée, énergique et presque insolente pour Huntrix, que ça soit dans la scène d'avion du début, sur le toit d'un métro, ou encore dans des bains publics à l'atmosphère brumeuse et humide, ajoutant encore plus de possibilités de mise en scène. Et c'est là qu'entre en jeu cet élément qui, je pense, a fait basculer le destin de ce film. Le parti pris de mélanger scènes de film et clips musicaux. La scène d'introduction des Huntrix est l'une des meilleures du film. Drôle au départ, le trio révèle ensuite sa vraie nature, complètement badass, professionnelle, sûre d'elle, tout en proposant une chanson alliant pop et rap dans un résultat épique et formidablement chorégraphié. Le moment où elle débarque sur la scène du stade comme des météores, ça m'a plongé dans un clip promotionnel de League of Legends tellement c'était héroïque. La scène finale d'affrontement conclut parfaitement cette idée aussi. Le tout se passant durant un concert dans le même stade, bouclant alors la boucle. Bref, un petit bijou d'animation et de mise en scène. L'occasion tient de mettre un peu en avant le formidable travail d'acting des animateurs du film afin de donner le plus de caractère humain à nos personnages. J'ai toujours trouvé ça trop cool qu'un studio d'animation puisse laisser leurs animateurs communiquer là-dessus. Got the hottest ticket in town. To our couch. Couch. Bobby, couch, you couch, should go enjoy the resort. This tour has been grueling for everyone. You deserve it. Me? Oh, no, I couldn't possibly. Just kidding, road me. I'm a 34 short, please. Concernant le scénario et les personnages, c'est là qu'on retrouve le plus de défauts, on va dire. Du moins, c'est dans ces deux catégories qu'il y a le plus de critiques négatives. Alors oui, le speech de base n'est pas révolutionnaire. Pas le fait de combattre des démons par le pouvoir de la musique, hein, non. Plutôt le principe de double vie, de secrets à cacher pouvant fragiliser une amitié, d'amour impossible, d'un grand méchant menaçant le monde, du pouvoir de l'amitié, tout ça, on l'a déjà côtoyé maintes et maintes fois. Mais est-ce grave finalement ? Tout a quasiment été abordé dans le cinéma, presque tous les thèmes, du plus léger au plus grave. Le but maintenant, c'est de les exploiter de la meilleure des façons, que ça soit divertissant, brutal ou au contraire poétique. Ici, le film a un scénario simple, mais sublimé par la mise en scène et les clips musicaux.
Personnellement, je n'ai pas grand chose à dire sur le fil rouge de l'histoire. Je trouve qu'il se tient, même si je suis d'accord, la fin est beaucoup trop rapide, convenue et expéditive. Mais j'imagine que ça laisse place à une potentielle suite. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est surtout le fossé entre la leader des Huntrix, Rumi, et son rival direct, Jinwoo, et le reste des personnages. Rumi, Mira et Zoé ont une superbe alchimie durant le film. On sent qu'elles s'aiment de tout leur cœur, et ce depuis des années, comme des sœurs. Et malgré les traits de caractère de chacune, elles réussissent à se compléter intelligemment, que ça soit dans leur musique comme dans leur quotidien. Rumi garde ce rôle de leader, maintient le sérieux dans le trio, tout en étant d'une grande bienveillance. Mira est de nature difficile, mais la présence de ses amis la canalise, transformant cette colère en force pour ses chorégraphies et son image. Et enfin, Zoé, considérée à tort comme trop empathique ou voulant plaire à tout prix, se sent enfin comprise et acceptée. Elle, qui avait l'habitude de gratter ses textes loin des autres enfants de son âge. Ça, plus le fait qu'elle soit en partie étrangère. Ces trois personnalités marquées forment un trio de choc qui fait tout le succès du groupe, et bien sûr du film. Ok, Mira et Zoé sont exploitées, mais au secours! Proposez-nous en plus. On les a grave kiffés. Pourquoi si peu de présence? Eh bien, j'ai l'explication. Et c'est un peu frustrant, même si très courant dans le monde de l'animation malheureusement. Le film dure environ 1h30, mais devait à la base faire bien plus de 2 heures. Maggie Kang indique qu'ils ont choisi de conserver cette brièveté pour garder l'efficacité narrative, tout en regrettant que cela est obligé à laisser de côté certaines histoires, notamment les arcs de Zoé et Mira, ou des moments clés comme lors de la chanson de Rumi dans l'affrontement final. On aurait également pu avoir une sorte de flashback de la tante Céline, qui aurait accidentellement tué la mère de Rumi, sa propre sœur, en lien avec une sombre histoire liée au père de Rumi, qui était un démon, ça vous l'aurez compris. Cette scène a finalement été écartée du montage final, mais pourrait réapparaître dans un éventuel second film ou court-métrage lié. Et ouais, ça se voit que Tante Céline a une certaine importance dans le trio d'héroïnes. Et pourtant, quel personnage sous-exploité, mon dieu! Elle a genre 3 minutes d'écran à tout péter, surtout des flashbacks, et n'a même pas eu le droit à une chanson. Elle aurait pu rejoindre le trio pour la bataille finale, comme un comeback d'une chanteuse d'ancienne génération aux yeux du public, mais non, elle reste comme une plante à chialer dans son jardin alors que le monde s'écroule. Elle aurait pu au moins se sacrifier. Ouais, petit pétard mouillé pour le coup. On aurait pu avoir quelques scènes d'humour entre les mascottes animales de Jinwoo et le duo Mira et Zoé. Le tigre bleu serait très proche de Zoé, particulièrement aimante et douce avec lui, et d'un autre côté Lapi dans une sorte de compétition avec Mira, les deux ayant un fort caractère. Et enfin, un date à l'aquarium entre Rumi et Jinwoo avec potentiellement un baiser à la clé. Mais ça, je suis bien content que ça n'ait pas eu lieu, ça aurait été beaucoup trop rushé dans leur relation et ça allongerait un peu le ventre mou du film, je trouve. Quoique, ça légitimerait un peu plus le sacrifice de Jinwoo à la fin, lui aussi assez expéditif. Et d'ailleurs, en parlant de personnages toujours, je suis assez d'accord sur le fait que les autres membres des Saja Boys font office de plantes vertes dans le film. Je trouve que leur design est affreux perso, mais ça n'est que mon avis, mais je pense que c'est fait exprès. On est dans un archétype poussé à l'extrême. Tellement je pense que ça reflète bien le concept d'industry plant dans le monde de la K-pop. Pour vous résumer brièvement ce qu'est l'industry plant, ça désigne en gros les artistes comme des produits accusés d'avoir percé rapidement grâce au marketing plutôt qu'à leur véritable talent. Quand j'y pense, on aurait pu renommer ce film à titre cynique Nepo Baby versus Industry Plant. This week's winner is Soda Pop by the Saja Boys. So sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. Et ouais, je pense que le film fait exprès de mettre en avant ce groupe de démons comme une image de ce phénomène. Genre, s'il vous plaît, ne me dites pas que Soda Pop est une vraie chanson. C'est clairement un jingle de publicité, leur truc. On va prendre un petit exemple très simple. On va même garder le mot pop pour que ça soit cohérent, vous allez voir. You're all I can think of, every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. Yeah, box, miam miam miam, trop bon, crunch crunch crunch. Son goût super doux, c'est mon câlin du matin. Ah, vous vous en souvenez de cette pub, hein? Bah voilà, c'est la même chose. Ça nous rappelle un peu nos darons qui nous disaient à longueur de journée: Eh bah dis donc, si tu retenais tes cours à l'école comme tu retiens tes publicités débiles pour enfants, tu ne serais pas une énième déception dans cette famille. Enculé.
Leur but, c'est de voler les fans, et quoi de plus brainrot qu'un combo musique entraînante et répétitive couplé à une danse facile à faire et des trends TikTok à gogo. Je vous assure que leur existence est juste un prétexte pour vendre de la merde sucrée et abrutir la population pour mieux la contrôler, ou voler leurs âmes pour coller au scénario du film. Donc est-ce que c'est fait exprès par les créateurs du film, auquel cas bravo à eux de dénoncer ce système, même si ça a créé un peu l'inverse chez les fans hardcore du film, mais ça c'est un autre sujet. Soit c'est pas volontaire, et là on a un vrai défaut d'écriture. Mais bref, en résumé, les gros défauts du film reposent surtout sur le manque d'écriture des personnages secondaires, comme une envie d'en voir plus finalement. Un film de 1h45 minimum aurait été parfait. Mais le pire quand j'y pense, ça reste la population globale du film, pas foutu de faire la différence entre des vrais démons et des effets spéciaux, qui ne se posent pas plus de questions sur leur tenue qui change de couleur en plein milieu d'une chanson, sur leur présence dans un stade au beau milieu de la nuit après un blackout, ou des centaines de disparitions magiques et inquiétantes sans que le moindre témoin ou la moindre caméra de surveillance n'ait capturé quoi que ce soit. Ouais. En plus de faire passer la population sud-coréenne pour des moutons un peu naïfs, ça fragilise un peu la structure du monde qui entoure nos héroïnes. En soi, c'est pas très grave tout ça. Sinon, concernant les personnages secondaires, voire tertiaires, j'ai beaucoup aimé le duo du tigre bleu et de la pie au chapeau. On ne les voit pas beaucoup, mais chacune de leurs interventions sont assez efficaces. En plus d'avoir un super design inspiré des contes folkloriques coréens. S'il y a une suite, j'espère en voir plus de ces deux animaux. Concernant les différentes chansons du film, c'est simple, elles sont toutes très bien. Du moins dans leur contexte, bien sûr. Parce que je ne vais pas réécouter Soda Pop pour le plaisir. Sinon, c'est bien évidemment le gros point fort du film, son fer de lance. Certes, il y a Demon Hunters dans le titre du film, qui constitue le fil rouge de l'histoire, mais aussi le K-pop tout aussi important. Golden par exemple, mais quel poulet! C'est tous les jours dans mes veines, à écouter à fond dans la voiture sur les routes de campagne. Golden donc, Oh It's Done pour donner la patate, et What It Sounds Like pour plus d'héroïsme épique. Notez aussi que la BO au global, comme la musique du prologue, n'a pas à rougir du reste, c'est de la grande qualité. Et clairement, on a affaire à de vraies pépites musicales, au même niveau que les musiques des meilleurs groupes de K-pop du moment. Je comprends complètement leur classement au Billboard, et je ne doute pas une seconde que ces musiques ont permis à de nombreux néophytes à s'intéresser plus en détail à ce genre musical. Voilà, je pense avoir fait le tour de mon ressenti sur ce film. Je pourrais parler dessus encore de longues minutes, sur les détails d'animation, son montage, son compositing, ou même l'humour du film qui fait très souvent mouche. Ou encore de très nombreux fanarts que le film a engendré. Vous savez que j'aime profondément quand les artistes s'expriment. Et selon moi, le nombre de fanarts est un excellent indicateur qu'un film a plu, mais surtout qu'il a marché. Je n'ai pas vu grand chose côté Pixar quand Elio est sorti par exemple. Par contre, pour les Bad Guys 2, c'est assez chargé, mais clairement, K-pop Demon Hunters, c'est juste une explosion créative qui fait bien plaisir. Par contre, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler des centaines de bouses faites en IA qui pullulent sur internet. Oh mon dieu, quelle horreur. Parfois, contentons-nous de tirer la chasse. En définitive, K-pop Demon Hunters est pour moi une vraie réussite, malgré ses défauts énoncés précédemment. Oui, le film aurait gagné à s'accorder quelques minutes de plus pour développer ses personnages secondaires et donner plus de profondeur à son univers, mais ce qu'il propose reste déjà extrêmement généreux. Entre sa direction artistique léchée, son mélange audacieux de films d'action et de clips musicaux, et surtout une bande-son qui reste en tête après le visionnage, Sony Pictures Animation a réussi à créer une œuvre à la fois spectaculaire, attachante et dans l'air du temps. Ce n'est peut-être pas le film d'animation le plus abouti de la décennie, mais il remplit parfaitement son rôle de divertissement et dégage une énergie communicative et une sincérité qui le rendent unique dans le paysage actuel. Bref, un film imparfait, mais qui a su conquérir mon cœur et bien évidemment celui de nombreux spectateurs à travers le monde. K-pop Demon Hunters mérite clairement son succès et s'impose comme un sérieux challenger pour cette année 2025.
I ramble. Going through my words, I go ramble. Took blood, sweat, and tears to look natural. That's how it's done, done, done. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait du bien un petit retour des critiques. Surtout qu'après réflexion, je me suis dit que c'était dommage de se fermer définitivement les portes de cet exercice, même si je suis à chaque fois en retard de plusieurs semaines sur les autres youtubeurs ciné. Je me suis dit que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est surtout pour connaître mes avis personnels et pour en savoir plus sur la production d'un film. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, 2 autres vidéos de ce type arriveront dans les prochains jours. J'espère qu'elles vous plairont tout autant. En attendant, si ma chaîne vous fait toujours kiffer, pensez à liker et partager cette vidéo autour de vous. Pour les nouveaux qui débarquent, vous pouvez vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Je sais que c'est quasi impossible, mais on pourrait se fixer un objectif de 75 000 abonnés avant la fin de l'année. Allez, on fait ça. Sur ce, les amis, je vous laisse. Continuez à regarder de l'animation. Branchez-vous K-pop, qui sait, ça va vous faire kiffer. Mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.